Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous allons vous faire une petite présentation sur une façon de lire et d'interpréter la boîte cornée. On va commencer par une introduction et ensuite on abordera quelques notions essentielles qui vont vous permettre de suivre cette présentation au mieux et de comprendre notre façon de voir le pied et sa lecture. Ensuite, dans un second temps, on abordera une manière de reconnaître une zone de contrainte sur le pied à partir de la lecture de la couronne, et enfin, on conclura. On a essayé de faire une présentation qui soit la plus visuelle possible, avec beaucoup de photos, un petit peu de texte, mais concentrez-vous surtout sur les photos. Donc, pour commencer, je voulais juste rappeler que la description de la boîte cornée évolue, c'est une notion qui évolue depuis l'Antiquité. Déjà Xénophon en parlait, et il disait qu'un beau pied, c'était un pied qui sonnait comme une cymbale, qui était fort, qui était bien évidé. Et puis depuis tout ce temps, on est passé un petit peu par toutes les définitions, en passant par des pieds beaux, des pieds forts, des pieds symétriques. Et finalement, les termes sains et équilibrés semblent les plus tolérants et ceux que reprennent le plus souvent les dernières études. Et effectivement, il est bien rare dans notre métier de croiser un cheval qui a 4 pieds idéaux. La boîte cornée, c'est une structure qui est viscoélastique dans le sens où elle est capable de reprendre sa forme ou son volume après les avoir perdus par compression, sous charge par exemple, tout simplement lorsque le cheval se déplace. Mais cependant, s'il y a des forces qui s'exercent de manière excessive, la boîte cornée va être déformée et ça peut être de manière irréversible. La boîte cornée fonctionne comme une seule entité et donc s'il y a une modification qui intervient sur cette entité-là, on ne va pas atteindre un seul composant du pied mais bien toute une région du pied. Donc notre défi aujourd'hui avec Cédric, c'est de vous présenter une lecture de la boîte cornée qui va vous permettre d'analyser la répartition des charges et de détecter les zones en souffrance par l'analyse de la couronne et des tubules cornés. Donc on vous a mis juste une petite animation pour voir la viscoélasticité de la boîte cornée. Donc on va commencer par les notions essentielles et la définition d'une couronne saine. Une couronne saine doit être plane, c'est-à-dire que si on prend 2 points imaginaires sur la couronne, ils doivent être dans un même plan, avoir une orientation crânio-proximale, être légèrement bombés et sans déformation à la palpation quand on passe le doigt sur le contour. Les poils de la couronne doivent également être plaqués à la paroi. Alors pour préciser quelques termes utiles à la description qu'on va faire des pieds de la boîte cornée, on va prendre l'exemple d'un postérieur droit vu de l'externe avec un profil très standard. Il y a beaucoup de qualités sur ce pied au niveau de la paroi, une belle jointure entre le pâturon et le sabot. On a juste un pied un petit peu trop long. On voit que cette couronne s'éloigne de sa position théorique. On parlera de migration, ce qui correspond à un déplacement proximal de la couronne. On voit aussi le sommet de la migration qui correspond au point le plus éloigné du plan théorique de la couronne. Et si on suit les tubules qui partent du sommet de la migration, on peut tracer une ligne de surcharge qui finit ici par des cassures, un petit peu d'évasement. Et enfin, on parlera de convergence. C'est quand la ligne de la pince n'est pas parallèle à celle des talons. Donc on a ici un pied plutôt sain, mais sous contrainte par sa longueur en pince et présentant un talon fuyant. Après la lecture de ces signes, ce qui va nous intéresser aussi, pour chaque cas, c'est de regarder ce qui se passe dans la géométrie du pied si on diminue ses surcharges. Comme ici, l'influence d'un pied trop long sur l'angle du talon. Il y a 15 minutes entre les 2 photos, le temps de faire le parage. Je te laisse commencer à nous décrire les changements, Anne-Charlotte. Donc, quand on va intervenir sur le pied, que ce soit pour le parage ou pour le ferrage, de toute façon, il y aura des modifications sur la géométrie du pied à partir du moment où on y touche. On va intervenir notamment sur l'angle de la paroi dorsale du sabot. Donc, vous avez le pied avant parage et après parage. Et donc, on a des modifications d'angle entre le pied et le sol qui impliquent des modifications sur les contraintes articulaires. Et ça, c'est essentiel à prendre en compte dans nos métiers, que ce soit en tant que vétérinaire ou que maréchal ferrant. Donc là, par exemple, ici, en parant la pince, on redresse l'angle de la face dorsale du sabot. On va également agir sur l'angle de la couronne,
Là, vous pouvez voir qu'à droite, l'inclinaison de la couronne est moindre qu'à gauche. Donc, après parage, on a réussi à redresser un petit peu la couronne. Et sur ce postérieur-là, on peut en deviner la position de la troisième phalange et se dire que grâce à ça, on a rendu l'angle plantaire éventuellement moins négatif, plus positif, avec des effets positifs sur les angles articulaires, sur le membre pelvien concerné. On va également agir sur l'angle du talon. Après le parage de Cédric, là on a gagné quand même 10 degrés entre l'angle de talon sur la photo de gauche et l'angle de talon sur la photo de droite. Mais on aura aussi des modifications sur la forme de la couronne et donc des modifications, on peut supposer, à l'intérieur de la boîte cornée qui vont modifier la géométrie du pied et ça indépendamment du sol. Oui, ce sont des tensions dans la boîte cornée qui modifient sa géométrie, comme la forme de la couronne ou le degré de convergence entre la face dorsale et la ligne des talons qui diminue ici de 7 degrés. Cette amélioration du parallélisme entre les deux lignes rouges dépend de propriétés élastiques du pied. C'est pas moi qui ai tiré sur le talon. Si on s'attarde un peu sur cette convergence, on peut remarquer que l'angle des tubules diminue progressivement en partant de la pince, mais que vers les talons, les tubules restent plus parallèles. Donc on a une petite zone avec des tubules parallèles en arrière du pied et une grande zone de convergence plus en avant, en jaune. Et si on compare le pied mieux équilibré, on peut voir que les deux zones ne réagissent pas de la même manière aux contraintes. On aura plus une rotation en bloc de la zone entre les deux lignes rouges vers les talons et une modification de la convergence en avant. Et il me semble que ce soit l'élasticité de la zone crâniale du pied, du coup, du sabot, qui lui a permis de retrouver sa forme dans le quart d'heure. Finalement, on avait sur ce pied des signes de contrainte, basiquement liés à un excès de longueur de sabot, mais qui arrivaient à modifier pas mal de paramètres sur l'ensemble de la vue de profil. On avait un cas ici de migration étendue de la couronne. On peut voir maintenant des cas de migration plus localisés. Donc on va commencer par une migration en région caudale de la couronne. Ensuite, on verra la région crâniale en abordant une migration en mamelle, puis une migration en pince. Donc vous voyez la ligne verte qui est la ligne théorique supposée plane de la couronne saine, et puis la ligne rouge qui vous montre les modifications concernées. Pour la migration localisée en région caudale, on va prendre l'exemple d'un antérieur droit, vu de l'interne, avec un profil assez oblique. On a ici un grand pied un peu plat, avec peu de parois, une fourchette longue et étroite, entre des talons serrés et très couchés. Sur la vue des glomes, on peut voir aussi que les cartilages sont très rapprochés. Et on a une courbure anormale dans la forme de la couronne au niveau des talons, située précisément au-dessus d'une zone caudale déformée. On peut voir dans cette zone un renflement de la paroi au niveau de la ligne de surcharge, partant du sommet de la migration, et qui s'étend du talon jusqu'à un sillon creux visible en quartier, qu'on pourrait sentir en passant le doigt sur la boîte cornée. Ça fait un pied en forme de trèfle un peu. On a donc en arrière d'un sillon des structures fuyantes et déformées présentant des tubules parallèles, et devant le sillon, une zone qui rappelle la zone élastique et convergente du premier cas. Que pourrait nous dire ce sillon de manière anatomique, Anne-Charlotte, s'il te plaît? Alors pour ça, il faudrait déjà regarder d'où part ce sillon et où est-ce qu'il se rend, pour pouvoir localiser par exemple sur la vue solaire, essayer de voir si on est sur des points anatomiques stratégiques de la boîte cornée. Donc on a soulevé le pied et puis on a regardé un petit peu où tombait ce sillon, et bizarrement il arrive à peu près 1 pouce en avant de l'apex de la fourchette. Donc on sait que ça correspond également à l'apex de P3 et le point de break-over. On a représenté là en pointillé jaune un engrainement pour nous, une zone où l'engrainement serait plus fort dans cette zone crâniale en pointillé, parce qu'on sait également qu'il y a un changement de densité lamellaire pile à cet endroit-là. Et donc, dans certaines études, donc là sur la photo en bleu, on a une coupe transversale
d'un pied antérieur droit avec à droite le côté externe qui est évasé et à gauche la paroi interne qui est plus droite. Et donc les aiguilles servent à compter les lamelles épidermales. Et en 1 et en A, les aiguilles pointent 25 lamelles, puis les autres aiguilles pointent à chaque fois 50 lamelles. Et on voit bien qu'il y a une différence de concentration des lamelles, que ce soit sur la paroi interne ou sur la paroi externe. Et donc moins de lamelles signifie plus de cornes intertubulaires, et donc une force différence de la paroi. Et on sait également qu'il y a un amincissement de la paroi entre la paroi en pince et la paroi vers les quartiers talons, comme le montre la photo de gauche. Et bizarrement, du coup, notre sillon creux arrive pile à la transition brutale de concentration des lamelles qui se situe au point du breakover. On a donc devant ce sillon creux une paroi qui semblerait plus fermement engrainée par plus de tubules et moins dans sa partie caudale, par moins de concentration. Et donc cette zone, qui est avec une viscoélasticité différente de celle qui est caudale, semble capable d'empêcher la propagation de la déformation qu'on peut observer sur la partie caudale de ce pied. On pourrait en déduire du coup un sabot qui serait plutôt faible, notamment sur sa partie caudale, avec peu de capacité de soutien des structures caudales, mais dont la déformation est amortie par la convergence, enfin par des tubules qui sont plus convergents, sur une zone crâniale qui est plus saine en avant du pied. On peut donc imaginer que le sillon provienne de forces horizontales contraires entre ces deux zones, et que c'est finalement comme dans une mêlée de rugby avec deux équipes de tubules, une de chaque côté. Maintenant, si on compare le même pied 6 mois après dans une situation plus favorable dans la région caudale, avec plus de volume de fourchette et d'ouverture entre les talons, on peut regarder quelle influence ça peut avoir sur la géométrie du pied. D'abord, vue des glaumes, on va voir une couronne plus large, avec des quartiers plus verticaux, et une ligne de poil moins courbée qui s'étend latéralement. Cette ligne de poil est un bon indicateur de l'état des structures caudales, puisqu'elle est lisible dans pas mal de situations et permet de comparer aussi l'interne et l'externe. Et vue de profil, si on compare les deux pieds, si on compare les contours des deux pieds, on voit une forte relation entre la migration de la couronne et l'inclinaison du talon, avec une sorte de rotation encore, comme dans le premier cas. Finalement, on avait sur ce pied des contraintes en région caudale très impactantes pour toutes les structures caudales, mais qui n'ont pas affecté le pied en avant d'un sillon creux, du sillon creux qui remonte le long du quartier. Donc on va voir maintenant un cas de migration proximale localisée en mamelle. Et pour la migration en mamelle, on a pris l'exemple d'un antérieur droit, là vous le voyez vu de l'interne, avec un profil qui est plus vertical que le cas précédent. Il est haut en talon et on peut voir une migration assez discrète en mamelle de la couronne. Et donc si on soulève le pied et qu'on le regarde un petit peu sous tous ses angles, on peut dire qu'on a un pied qui est légèrement serré de derrière, mais qui garde une fourchette quand même qui est bien développée. Les barres sont assez droites et symétriques. Et aussi, on peut remarquer donc, sur la photo de gauche et la photo de droite, l'usure qu'il y a en pince qui n'est pas à l'appui. On voit aussi sur ce pied des signes de surcharge. Donc on peut reprendre notre ligne de surcharge de tout à l'heure, avec des tubules un peu plus longs qui partent du sommet de la migration et qui rejoignent une sorte de cassure sur le bord distal du pied. Et on a là ce qu'on appelle du coup la ligne de surcharge. Désolée. On observe également sur ce pied des lignes de contrainte, ou plutôt un sillon de contrainte parce que là il est très profond et très creusé. Il s'étend sous la couronne, en arrière de la ligne de surcharge, et ça peut nous indiquer du coup que toute la paroi interne est surchargée sur ce pied. À côté de ça, on retrouve, comme pour le cas précédent, une zone où les tubules sont convergents devant la ligne de surcharge, donc la zone en jaune, entre la ligne rouge et la ligne jaune et la ligne en pointillé rouge, pardon. Et elle est très étroite par rapport au cas précédent, et une zone où les tubules sont plus parallèles, en arrière de cette ligne de surcharge. On peut en déduire un pied qui serait plutôt fort, il a quand même une capacité à prendre de la hauteur,
mais il reste des signes de surcharge assez importants en interne. Une usure de la pince peut être liée et accentuée par un excès de hauteur en talon. Et donc maintenant, Cédric, qu'est-ce qui se passerait si on diminuait la pression sous la ligne de surcharge ? Alors, on peut remarquer une légère modification du degré de convergence. Et là aussi, on peut essayer de regarder d'un peu plus près les tubules. Donc, déjà pareil, pied. Plus en talon, comme vient nous dire Anne-Charlotte, ça pourrait l'aider à user moins sa pince. Et les vues suivantes vont être superposées sur la face dorsale pour être le plus fidèle possible à la position de la phalange. On va pouvoir voir une couronne et des lignes de pouce qui sont devenues plus planes. Et devant la ligne de surcharge, on voit une diminution de la convergence. En comparant bien les lignes noires et rouges, on voit un glissement des tubules les uns contre les autres. Et si on regarde en arrière de la ligne de surcharge, on voit plus une rotation de l'ensemble de la zone quartier-talon autour du point rouge, avec beaucoup de mouvements verticaux du talon. Mais une rotation en un bloc aussi. Pas de glissement entre les tubules. Et pour finir, on peut voir le même pied de face et regarder la descente du même marqueur de la ligne de surcharge à droite, qui correspondait à la déformation sous la mamelle. Et on voit une augmentation de la largeur de la couronne. Et aussi, en fait, une augmentation de la largeur de toute la face dorsale. Si on regarde, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais des trous d'éclou en bas jusqu'à la couronne. On peut dire que c'est une décompression horizontale sur toute la hauteur de la pince avec des déchirements superficiels dans la fenêtre en jaune. Finalement, on avait sur ce pied des contraintes de pression en mamelle qui affectaient l'ensemble du côté du sabot, mais aussi la face dorsale, avec une compression horizontale d'entre les tubules. Enfin, pour terminer, encore un peu plus en avant du pied, il nous reste à voir... un cas en pince, du coup. On est ici assez proche de la migration en mamelle, mais avec des lignes de surcharge qui ne seront visibles que de la pince cette fois. Donc on a ici 3 pieds différents, mais où on peut voir le lien entre le rapprochement des lignes de surcharge. On ne voit pas trop la déformation de la couronne, ici il faut regarder plutôt les lignes de pouce. Donc on voit le lien entre le rapprochement des lignes de surcharge, la forme en V des lignes de pouce et une dégradation des tubules de pince. Avec en bas à droite des tubules qui sont rendus à se chevaucher en fait. Si on prend le pied du milieu, qui était au milieu sur la vue avant, on va le regarder d'un peu plus près. On a ici un pied très vertical avec une face dorsale assez plate. En regardant de près le bas de la fissure, on peut voir, comme dans le cas précédent, que les tubules de pince sont déchargés, avec la zone d'ombre sous le pied, et se retrouvent dans une situation de compression horizontale aussi, entre les deux côtés chargés, plus latéralement. Et que si on réduit les pressions sous les lignes de surcharge, avec juste un coup de râpe sur la paroi qui rendait le pied carré, en fait, juste remettre le pied rond, enlever la corne dure de cette paroi, on réduit immédiatement la compression horizontale. Sur un autre cas, à plus long terme, on peut voir l'influence de l'évolution des lignes de surcharge en pince sur la couronne, les lignes de pouce et la fissure. On peut supposer que la formation de sillons creux en pince soit liée à un défaut de quantité de cornes intertubulaires et qui ne serait pas suffisante pour coller les tubules de manière suffisamment durable. Finalement, les surcharges en pince semblent surtout impacter une zone très étroite de la face dorsale sans se propager notoirement sur le reste du pied. En conclusion, finalement, on peut souvent faire du lien entre des déformations caudales de la couronne et des talons fuyants,
et plus en avant des déformations crâniales de la couronne et une pince. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo, s'il vous plaît? Ah. Donc moi j'observe un lien entre des déformations caudales de la couronne et des talons fuyants et des déformations crâniales de la couronne et une pince verticalisée. Souvent un lien. Ce pied avec une migration étendue de la couronne pourrait nous rappeler le premier cas capable de reprendre sa forme en 15 minutes, mais en réalité il est rendu très loin dans la contraction et ne me montre plus de capacité élastique entre le moment où je le défère et quelques dizaines plus tard au moment où je le referre. Et je pense que la meilleure qualité de ce pied, c'est surtout d'être symétrique et c'est déjà pas mal. On peut voir au passage, je ne sais pas si vous avez vu, mais les tubules, les lignes de pouce sans pince ne sont pas pointues, il y a une petite zone plate. Donc la convergence de la couronne, elle s'arrête avant la pince en fait. Et donc pour continuer la conclusion, on voulait juste rappeler du coup que la lecture de la couronne apporte quand même beaucoup d'informations qui vont vous permettre de reconnaître les zones de contrainte sur le pied du cheval, d'adapter ainsi les plans de ferrage et de parage, et puis de pouvoir justifier de votre travail auprès des clients, et aussi également de maintenir une symétrie de pied. Il ne faut pas oublier que tous les pieds ne semblent pas disposer des mêmes propriétés viscoélastiques, donc ils n'ont pas tous la même manière de fonctionner, de réagir, on va dire, au déséquilibre des forces appliquées. Et certaines déformations sont réductibles rapidement, comme l'a montré Cédric, en 15 minutes, mais certaines ne le sont pas et ne le seront peut-être jamais. Et il ne faut pas oublier non plus que décharger une zone implique forcément d'en charger une autre. Et donc c'est une histoire à suivre dans le temps pour voir quels sont les effets de nos actions sur le pied du cheval. D'autres signes peuvent également nous aider à localiser les contraintes. On ne les a pas tous abordés aujourd'hui. On voulait juste un petit peu égayer votre curiosité. Et toutes les lectures de la boîte cornée sont bonnes. On en a tous une différente, je pense. Et l'idéal, ça serait de toutes les croiser pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Donc merci pour votre attention. Merci.